Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des discriminations. Alors j'imagine que vous êtes bien au courant des discriminations qui ont lieu dans nos pays, comme par exemple la discrimination à l'embauche pour les personnes maghrébines, ou bien alors par exemple aussi pour les discriminations au marché du travail pour les femmes, ou encore des discriminations pour acquérir un logement. Donc toutes ces discriminations, elles sont quand même bien connues. Maintenant, il faut pouvoir différencier des discriminations des traitements dits différents. C'est-à-dire qu'une discrimination, c'est un concept en fait légal. Un traitement différencié, c'est un fait qui n'aboutit pas forcément à une discrimination. Par exemple, à la fin des années 60 aux États-Unis, quand ils ont décidé de réduire les inégalités, ils ont fait ce qu'on appelle la discrimination positive. Et donc, ils ont privilégié un certain public, par exemple dans l'accès à l'éducation, pour contrer les inégalités. Donc ça, ce sont des traitements différenciés qui ne sont pas dits discriminatoires. Il y a d'autres traitements différenciés qui ne sont pas discriminatoires. Et l'objet de cette vidéo, c'est justement d'essayer de déterminer à partir de quand en fait un traitement qui est différent pour des individus est discriminatoire ou ne l'est pas. Putain de merde quoi, c'est quand même extraordinaire. Maintenant, il faut essayer de voir de quoi on cause, c'est-à-dire qu'est-ce que sont les discriminations. Alors, il y a deux causes qui peuvent provoquer des discriminations. Soit on a un traitement qui est dit différent pour des situations comparables, et là il peut y avoir une discrimination. Par exemple, imaginez dans un hôpital en proie au Covid-19, on distribue des masques seulement aux médecins et pas aux infirmiers, alors que les infirmiers sont aussi en train de travailler auprès des personnes touchées par le Covid. Là on pourrait dire qu'il y a une discrimination. Mais il y a aussi le traitement identique de situations différentes. Par exemple, imaginez toujours dans cet hôpital en proie au Covid-19, on a un stock de 300 masques, et on a 200 médecins, on a 100 infirmiers et on a 80 personnels administratifs. Si maintenant on décide par exemple de distribuer ces masques la moitié dans chaque corps médical et administratif, on risque aussi d'avoir une discrimination parce que le corps administratif est moins sur le terrain et moins en première ligne pour être touché par le Covid-19 que les infirmiers ou les médecins. Là, il y a un traitement identique de personnes qui en fait ne sont pas dans la même situation. Donc ça aussi, ça peut être un traitement dit discriminatoire. Il y a aussi différentes sortes de discrimination et qui peuvent être visibles ou moins visibles. Par exemple, la discrimination dite directe. Celle-là, c'est la plus visible. C'est le cas lorsque, par exemple, un bailleur, par exemple, propose un bien à louer et qu'il met comme condition qu'il faut être belge. Bien entendu, ce critère de nationalité n'a rien à voir et n'a aucun lien pertinent avec la location du bien. Et puis, il y a des discriminations qui sont dites aussi indirectes. Là, en quelque sorte, le critère, il est neutre, mais en réalité, concrètement, on remarque que ça défavorise un certain public. C'est le cas si, par exemple, le bailleur dit qu'il donne son bien en location, mais qu'on ne peut pas mettre d'antenne satellite pour le bien. Alors, ça va en fait concrètement défavoriser le public étranger qui aura voulu avoir accès à sa télévision nationale. Il y a enfin des discriminations dites structurelles. Et ces discriminations structurelles, elles sont encore moins, peut-être pas moins visibles, mais du coup, elles sont en tout cas plus difficiles à attaquer en justice. C'est en fait toutes des discriminations qui sont le résultat de facteurs sociaux, de facteurs liés en fait à l'histoire. C'est-à-dire que ce sont des siècles d'histoire qui ont provoqué une certaine manière de penser, la relation au travail, la relation familiale, etc. et qui peuvent en fait créer des discriminations ou qui en tout cas mettent dans un certain schéma certaines populations mieux que d'autres. Et donc ça, c'est une discrimination structurelle. Effectivement, c'est difficile d'attaquer la société en justice par rapport à ça. En revanche, la société peut essayer de contrer ces discriminations, ces inégalités, grâce à la discrimination positive. Y a pas de secret quoi. Maintenant, on va essayer de déterminer quand est-ce qu'un traitement différencié donne lieu à une discrimination. C'est-à-dire quand est-ce que les cours et tribunaux et quelle est leur réflexion mènent à ce qu'un traitement différencié mène à une discrimination et donc viole le principe d'égalité. Pour ce faire, on va analyser une décision de la Cour constitutionnelle qui analyse la constitutionnalité d'une loi qui interdit les hommes homosexuels de donner leur sang s'ils ont eu un rapport sexuel durant la nuit. Alors, la première étape de ce raisonnement, c'est de déterminer, s'il y a effectivement un traitement différencié. Ici, on peut effectivement dire que, ce sont que les hommes qui sont visés et donc ils ont un traitement différent par rapport aux femmes. 2, ce sont les hommes homosexuels et donc il y a un traitement différencié selon leur orientation sexuelle. Enfin, on peut aussi considérer qu'il y a un traitement identique pour des situations qui ne sont pas comparables. On pourrait vraiment considérer que les homosexuels qui n'ont pas eu de comportement à risque sexuel soient mis dans le même panier que les autres personnes homosexuelles. Et donc, on pourrait argumenter, c'est ce qu'en tout cas a été fait devant la Cour, qu'il y a deux traitements différenciés qui peuvent donner lieu à une discrimination. Ensuite, il faut maintenant analyser
et essaie de déterminer, de repérer quelles sont les dispositions applicables qui peuvent nous intéresser. Alors, dans l'ordre constitutionnel belge, il y a les bien connues dispositions de la Constitution, les articles 10 et 11 de la Constitution, qui interdisent l'autorité politique, lorsqu'elle prend un acte, de faire une discrimination entre les individus. Et donc ça c'est assez large, ça ne vise pas en fait que les droits et libertés consacrés par la Constitution, c'est dès que l'autorité politique crée un droit ou met en œuvre un droit, il doit le faire sans créer de discrimination. Ensuite, il y a la Convention européenne des droits de l'homme et plus précisément l'article 14. L'article 14 qui, lui, est plus restreint, dans le sens où il ne peut y avoir de discrimination que dans la jouissance des droits et des libertés qui sont consacrés par la Convention. Donc, elle n'a pas d'autre application qu'en dehors de ce cadre-là. Donc, elle ne s'applique que pour les autres droits et libertés consacrés par la CEDH. Et puis, il y a l'article 1er du protocole numéro 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui a aussi une application beaucoup plus large en réalité, comme la Constitution, contrairement justement à l'article 14 de la CEDH, puisqu'il ne peut pas y avoir de discrimination dans la mise en œuvre des droits, de manière large, et qui ne s'arrête pas simplement aux droits et aux libertés consacrés par la CEDH. Ici, concrètement, en fait, le requérant, il a invoqué l'article 10 et 11 de la Constitution et l'article 14 de la CEDH. Ça, c'est un coup dans l'eau, puisque, comme je vous l'ai dit, l'article 14 doit être combiné avec un autre droit ou une autre liberté consacrée par la CEDH. Il aurait pu, par exemple, prendre l'article 8 du droit à la vie privée, mais en tout cas, il ne l'a pas fait. Et donc, la Cour ne reconnaît pas d'effet pour l'article 14, puisqu'il n'est pas combiné avec d'autres droits. Mais par contre, l'article 10 et 11 s'applique bel et bien en l'espèce. Il n'y a pas de secret, quoi. Ok, top, maintenant on a pu voir s'il y avait un traitement différencié, ça a été fait, on a repris les dispositions applicables. Maintenant il faut voir si le traitement différencié, il est oui ou non discriminatoire. Et là on va reprendre le raisonnement qu'a fait la Cour constitutionnelle. La première étape, c'est d'abord de savoir si ce traitement différencié poursuit un objectif légitime. Et là dans la matière, il y a des mots musiques que la Cour constitutionnelle peut reprendre un petit peu en faisant copier-coller et remettre dans chaque arrêt. Ces mots musiques qui disent que le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce passage il fait en fait référence à ce qu'on appelle l'objectif légitime. Est-ce que le législateur poursuit un objectif légitime? Et pour ça, il faut qu'il y ait d'abord en fait un critère dit objectif. C'est-à-dire, est-ce que le critère de distinction il est objectif? Ici, la Cour constitutionnelle va considérer que le critère de distinction, ce n'est pas l'orientation sexuelle, mais c'est en fait le comportement sexuel, puisqu'il y a ce critère de 1 année où les hommes homosexuels ne peuvent pas avoir de rapport avant de donner leur sang. Et donc, on va considérer que ce n'est pas l'orientation sexuelle en tant que telle, mais que c'est plutôt le comportement sexuel. Ensuite, il faut que cette mesure elle soit raisonnablement justifiée, c'est-à-dire qu'elle poursuive un objectif dit légitime. Et cet objectif légitime qui est prôné par le législateur, c'est garantir la sécurité des transfusions, qui est, pour l'intérêt en tout cas de la santé, que les poches de sang qui sont, les donations de sang qui sont données à d'autres personnes ne soient pas contaminées. Et donc ça poursuit un objectif qui est dit légitime. Dès que la Cour constitutionnelle a remarqué que le législateur poursuivait un but légitime, il faut voir si les restrictions de droit et liberté étaient pertinentes par rapport au but qui était poursuivi. La question en fait c'est de savoir est-ce que le sang des hommes homosexuels est plus à risque que les autres. Et là-dessus, la Cour constitutionnelle va regarder si le législateur a bien fait son job. Est-ce qu'il s'est basé sur des données scientifiques, fiables et pertinentes? Et effectivement, c'est le cas. Le législateur a écouté beaucoup de scientifiques et les scientifiques ont relevé que les hommes homosexuels présentaient 50 fois plus de risques de contracter le VIH et donc de transmettre cette maladie par don de sang. Ce que la Cour ne dit pas par une certaine pudeur, c'est pourquoi ce public homosexuel a plus de risques de contracter le sida. C'est parce qu'ils ont des pratiques sexuelles, notamment la sodomie, qui fait en sorte qu'il y a plus de contacts sanguins entre les hommes qui ont des rapports sexuels. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y ait plus de risque d'avoir le sida. Bref, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Si vous voulez, il y a des vidéos qui l'expliquent. Il y a aussi la Cour constitutionnelle qui montre tous les arguments, donc vous pouvez aller voir. Et donc, à partir de là, la Cour constitutionnelle va considérer qu'il y a des arguments qui sont pertinents, des données scientifiques qui sont pertinentes et fiables. Elle va aussi analyser le critère de 1 année. Est-ce que cette année-là est effectivement pertinente? C'est un critère pertinent d'attendre 1 année sans rapport sexuel. Et elle va aussi considérer, au regard de ce que disent les scientifiques, que c'est pertinent. Et donc, au total, elle va considérer que les restrictions de la liberté sont pertinentes par rapport à l'objectif poursuivi. Pour ma part, c'est matière à discussion parce qu'en fait, étant donné que la Cour fait preuve d'une certaine pudeur,
elle n'aborde pas en fait la pratique sexuelle qui est la sodomie. Or, finalement, il n'y a pas que les hommes homosexuels qui pratiquent cette sodomie. Et donc, est-ce que le critère pertinence n'était finalement pas les hommes homosexuels, mais la pratique sexuelle en tant que telle? Donc ça, c'est une question que vous pouvez approfondir si vous le désirez. Enfin, la Cour vérifie si les moyens employés sont proportionnels au but poursuivi. En d'autres termes, il s'agit de savoir s'il n'y a pas d'autres mesures moins attentatoires aux droits et libertés pour parvenir au même but. Est-ce que, par exemple, il n'était pas possible de prévoir un dépistage pour voir si une personne, un homme homosexuel, était contaminé par le sida? Ensuite, si le dépistage n'était pas possible, n'y avait-il pas d'autres moyens moins attentatoires aux droits et libertés? Alors, pour le dépistage, la Cour constitutionnelle va faire comme d'habitude, elle va aller regarder les travaux parlementaires qui se basent, eux, effectivement, sur des données scientifiques. Et ces données scientifiques montrent qu'en fait, il y a un problème avec ce qu'on appelle la période fenêtre. Cette période fenêtre, c'est une période au sein de laquelle on peut contracter le virus de sida sans que cela soit détectable. Et donc, il y a un risque, le législateur prendrait un risque en prenant le sang de personnes alors qu'il aurait pu être contaminé et que ce test, le dépistage, ne l'est pas montré. Et donc, avec ce risque-là, le législateur voulait d'abord, avant tout, protéger le droit à la vie de ceux qui recevaient et moins le droit de pouvoir donner son sang. Et donc, la Cour constitutionnelle va considérer que les moyens mis en œuvre à cet égard-là sont proportionnels au but poursuivi, que le dépistage présentait des risques. Ensuite, il fallait voir s'il n'y avait pas d'autres moyens. Et là, c'est là où finalement la Cour va considérer qu'en fait, pour le don de plasma, mais juste pour le don de plasma, qui est une matière dans le sang qui permet la bonne circulation du sang, il était en fait possible de procéder à ce qu'on appelle la quarantaine, c'est-à-dire prendre le sang, prendre le plasma même, et le mettre sur le côté pour ensuite le réanalyser et donc éviter ce qu'on appelle la période fenêtre. Et donc, elle va considérer, mais uniquement pour le don de plasma et pas pour le don de sang en général, que les hommes homosexuels ont été discriminés parce qu'il y avait moyen pour le don de plasma de poursuivre un procédé qui soit moins attentatoire à leurs droits, puisqu'il y avait cette procédure de la quarantaine. Et donc, uniquement pour ce don de plasma, la Cour constitutionnelle va considérer que le traitement était discriminatoire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi, que vous voyez un petit peu plus comment le raisonnement de la Cour s'opère pour voir si un traitement différencié est une discrimination. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.